Human First, au cœur de l'humain. On enchaîne. Pascale, bien qu'il nous rejoint, bienvenue, fondatrice et CEO de Et Compagnie. Alors vous, je vous en prie, le Covid, comme pour nous tous, est passé dans votre vie puisque à cette période-là, vous êtes intéressé au bouleversement du monde du travail, au changement de culture également, des cultures managériales. Vous avez visité des postures qu'on voit au quotidien dans nos entreprises, l'individualisme, l'insécurité, l'appropriation et le déploiement du télétravail, et avec un credo, un objectif et une question que vous traitez dans votre ouvrage, celui de, on l'a dit ici, des sessions précédentes, réenchanter le travail, que ça redevienne un plaisir de vivre ensemble. Votre ouvrage, que vous dédicacerez tout à l'heure, ça se passe juste là derrière, La grande impatience des entreprises face à la transformation de l'engagement, paru aux éditions Hermann l'année dernière, non l'année précédente. Il y a 2 ans, décline comment l'entreprise doit faire face à ces grands mouvements et répondre aux attentes des collaborateurs. 18 minutes, ouais. Et après on se retrouve là-bas. Bienvenue. Merci, bonjour. Alors oui, je pense que c'est très important d'être positif et de trouver le moyen d'être heureux en ce bas monde. Donc j'ai écrit ce livre il y a 3 ans. Le phénomène du désengagement s'est amplifié depuis ces 3 années. Aujourd'hui, je vais citer 2-3 chiffres pour donner un petit peu d'horizon. Il y a 7% seulement des salariés qui se sentent engagés en France. Se sentir engagé, c'est se sentir pleinement en accord avec l'entreprise, c'est très peu. Ce qui est intéressant aussi, quelqu'un a parlé de solitude tout à l'heure, c'est qu'il y a 20% des employés à travers le monde qui ressentent un sentiment de solitude au travail, qui est un vrai sujet. Je pense que quand on parle d'individualisme, on est dans une société individualiste. Ce sentiment de solitude, s'il y a bien un lieu où il faut le traiter, c'est au travail. Et le troisième point, qui est déjà une voie d'amélioration, c'est que les salariés qui se sentent considérés dans leur bien-être sont 56% à être mieux, à se sentir mieux engagés. Alors, ce qui me paraît important à ce stade, c'est s'interroger sur ce que c'est travailler. Pourquoi on travaille? On travaille pour faire société. On ne travaille pas juste pour gagner son fric. On a envie d'être dans un environnement où on est porté par un collectif. Donc c'est produire ensemble au bénéfice d'une collectivité. Donc ce mot de collectif, on l'a beaucoup entendu, mais en fait il faut rester dans le sens des mots. Le lieu du travail, c'est un espace de socialisation. Tout à l'heure j'entendais parler des vulnérabilités. Il faut savoir que quand une femme est battue, par exemple, la première personne à qui elle en parle, puisqu'il y a plein de femmes ici, c'est un collègue de travail. Donc le sujet de la vulnérabilité, il rentre dans le milieu du travail. Socialisation parce que source de solutions. Mais ça, c'est une partie de votre rôle aussi de contribuer à ces solutions. C'est aussi un lieu où, théoriquement, on est capable de bâtir des liens de confiance. Je dis théoriquement parce que c'est ce qui manque aujourd'hui dans la société. Il y a une perte de confiance qui est considérable et qui est le mal du siècle. Donc, on va être positif et on va le résoudre. Et puis, il y a la question du lien. Je pense que plusieurs personnes dans la journée parleront du lien social, du contrat social, du lien et du sens qu'on met dans ce qu'on fait. Donc, le constat du bouquin, le constat initial, c'est que au moment du Covid, il y a eu une période, alors certes, certaines personnes vivaient très mal les confinements, etc., mais il y a une espèce de lâcher prise et un besoin de se dire « Waouh, on va aller vers quelque chose de mieux en mieux, les valeurs vont devenir belles valeurs, on va réussir à les respecter et à les faire vivre ». Et donc, dans le management, on a vu se déployer cette idée du management par les valeurs et en même temps,
parce qu'il y a eu ce télétravail, il y a eu un développement de KPI, de process, d'indicateurs, de surveillance, de contrôle. Donc en fait, on s'est retrouvé dans ce paradoxe. Managé par les valeurs, contrôlé. Et ça, je pense que ça a contribué très largement à faire perdre la notion de sens. Et si on perd cette notion de sens, on perd aussi la capacité à apprécier ce qui ne se mesure pas, ce qui ne passe pas par ces indicateurs, la créativité, l'intuition, ce qui fait notre force, ce qui fait qu'on est unique, ce qui fait qu'on est singulier et qu'on peut contribuer à faire quelque chose de vraiment bien. Quel indicateur va mesurer que tu es créative, que tu es maligne, que tu as toujours 250 idées géniales? Rien. C'est ta puissance, c'est ta capacité d'être avec les autres. Donc tout ça, à un moment, il faut d'une certaine façon le faire vivre dans l'entreprise. Donc je reviens sur cette idée de pourquoi on travaille. On travaille parce qu'on veut améliorer les choses. Il ne faut pas perdre cette idée. On doit aller au travail en se disant ça, pas en se disant, comme on l'entend trop en ce moment, qu'on va subir un truc. C'est pas bon pour soi, on peut attraper des maladies. Moi, j'ai eu une maladie très grave parce que j'ai eu trop de stress. Donc maintenant, je suis vieille. Et ce que je vous transmets, c'est le fait de vous faire du bien. Je suis là pour ça. Et ce que je veux aussi, c'est que quand vous repensez à votre travail, vous ayez en tête pas seulement, bon, j'aimerais être mieux payé, j'aimerais être mieux reconnu, mais aussi, je veux m'inscrire dans une forme de solidarité. Parce que ça vous reviendra, ça vous servira, ça va vous aider à vous épanouir. Et c'est ce sentiment-là qui va créer votre fierté aussi d'être là où vous êtes, avec les collègues que vous avez. L'engagement, en fait, et le désengagement, c'est une notion qui a un coût, et qui a un coût extrêmement important, sur lequel d'ailleurs j'ai sauté un... Hop là, attends. Je voudrais retourner... Voilà. Là, je suis bien sur ce slide. Un coût en matière de turnover. Quelqu'un qui décide de partir parce que j'y arrive plus, etc. Il y a un coût de remplacement. Quelqu'un qui baisse en productivité parce qu'il est désengagé, il y a un coût qu'on peut mesurer en termes de jours ouvrés. Aujourd'hui, on considère que le coût global du désengagement, c'est de l'ordre de 500 milliards par an. Donc, c'est une autre notion. Moi, je parle à la fois de notions qui sont des notions de sensibilité, mais il y a une notion financière qui n'est pas nulle. Et le point, entre autres, qui contribue au désengagement, c'est la réunionite. On considère qu'il y a 213 heures par an qui sont perdues en réunion inutile. En réunion inutile, c'est presque un pléonasme. Et que ça représente l'équivalent de 27 jours ouvrés par salarié. Vous imaginez 27 jours. Vous pourriez être aux Bahamas, faire un truc sympa. Non, non, vous êtes en réunion. Vous imaginez. Donc ça aussi, c'est pas quelque chose qu'on doit subir. On a le droit de dire, tiens, on peut essayer de travailler différemment, faire un petit agenda, on va vite. Et puis en même temps, on s'aide les uns les autres. Ce point-là, c'est fondamental parce que s'il n'y a pas d'espace pour laisser exister autre chose que les sujets qui traînent en longueur et qui usent les participants et les collaborateurs, il n'y a pas d'espace non plus pour la reconnaissance des efforts, pour voir les efforts que vous faites. Il faut que vous puissiez à un moment donné rentrer dans un système, une dynamique où vous faites, où vous montrez ce que vous faites. Est-ce que c'est dans une réunion que vous le faites? Je ne sais pas, je ne crois pas. Il faut que vous ayez voix au chapitre, que les collaborateurs aient voix au chapitre. Il y a une notion d'ailleurs qui a été développée dans une entreprise du Nord, qui est Decathlon, je crois, qui est la notion de pourpouvoir. On dit toujours les salariés, c'est un contre-pouvoir. Non, c'est aussi un pourpouvoir. Vous pouvez être force de proposition, collectivement, ensemble. Dire, tiens, on va faire différemment là, parce que ça ne va pas aller. Il y a un point que j'ai pas mal développé dans le livre, c'est la notion de proximité. Je suis basée sur différentes études qui montrent que les petites équipes, les gens qui travaillent de manière, on va dire, non hiérarchique, plus en confiance, elles se sentent plus engagées. Il faut éviter de créer des unités où on devient un pion au milieu d'une pyramide.
Et puis, dans une petite équipe, dans un schéma de proximité, forcément, on peut être innovant. On n'a pas peur. La peur, ça tue tout. Donc il faut sortir de la peur. Il faut se faire violence. Et il faut développer, je pense, des rituels. Parce que de tout temps, les rituels sont des moyens de créer du lien, créer du sens, créer de l'amitié. On a besoin d'avoir des amitiés dans son travail, de sentir que on n'est pas justement dans cet isolement. Et c'est vrai que le télétravail a un peu éloigné tout ça, et que beaucoup de sociétés sont en train de faire machine arrière, à mon avis de manière trop radicale. Mais si elles reviennent au présentiel, il faut qu'elles instaurent, elles ont une responsabilité dans le fait d'instaurer des rituels, de recréer du lien, de recréer une forme de contrat social en fait. Hop, quand tu veux là. Voilà. Et une autre notion qui me paraît importante, qui est très sensible sur les moins de 30 ans, on va dire, c'est celle du bien commun, de sentir qu'on contribue au bien collectif. Moi, j'ai été patronne de RSE, de développement durable, pendant des années, dans des multinationales. J'ai créé des fondations. Donc, en faisant ça, j'ai vu que c'était un outil de rapprochement des personnes, de fierté des personnes, et donc aussi de création de valeur, parce que quand vous travaillez sur un projet pour une fondation ou pour une ONG partenaire, enfin il y a plein de façons de participer au bien commun, c'est juste des exemples, il faut que ça soit en lien avec votre métier, donc ça participe d'une forme d'innovation sociétale si vous voulez. Et ça, je pense que ça crée un état d'esprit qui est positif et qui est nécessairement collectif. Et un autre point que je voudrais mentionner, c'est celui de la création de valeur. Là aussi, on parle beaucoup de créer de la valeur, du profit, etc. Et en fait, je pense qu'il y a aussi une notion inversée dont on ne parle pas assez, dont on doit parler de plus en plus, qui est la prévention. Le fait d'anticiper les problèmes, de pouvoir, que ce soit en matière de santé, en matière de sécurité, en matière de bien-être au travail, tout ce qui est préventif, c'est la création de valeur, mais qu'on ne peut pas mesurer, mais qui est une manière d'installer en fait les collaborateurs dans une dynamique qui est positive, qui les sort de cette logique j'ai produit tant, mais qui les inscrit dans quelque chose de travail sur du long terme. Je travaille sur la durée. Le long terme, ça rassure. On est trop dans quelque chose de un peu d'hystérisant, de succession de crises. C'est un point d'ailleurs qui m'amène à parler de la singularité des personnes, de l'équilibre vie pro, vie perso, de la spontanéité. Tout ce qui fait qu'on se sent bien, c'est qu'on se sente aussi reconnu comme on est, dans ce qu'on est, ce qu'on fait, ce qu'on propose. On peut avoir un rôle de contrôleur de gestion et le faire à sa façon, avec une manière qui est créatrice de plus, évidemment. Et donc, cette espèce de multiplication des crises, de multiplication des contrôles, trop souvent, elle a paralysé cette capacité à aller chercher de la singularité en soi. On en a de la singularité. C'est ça qui fait la richesse du collectif. C'est ça qu'il faut aller chercher. Et probablement aussi que on le voit, on le vit, parce que le sujet de l'intervention, il fait référence à cette multiplicité des crises qu'on traverse, mais qui traversent le monde. Mais l'entreprise, elle est poreuse, elle vit tout ça. Elle crée de l'anxiété générique. Donc, et elle crée une forme de complexité. Donc, le seul moyen pour sortir, en tout cas individuellement et avec les gens avec lesquels on travaille, avec son équipe, etc., de cette complexité, c'est de nourrir sa singularité. Là, j'y crois fermement. Et de sortir du prêt-à-penser, d'essayer d'aller chercher l'esprit critique.
Il y aura des interventions sur l'IA. L'IA, c'est formidable si on garde son esprit critique. Si on fait tout faire par l'IA, ben non, ça ne va pas le faire et puis ça va détruire beaucoup de choses. Si on garde son esprit critique, et ça passe par l'intuition, la créativité, la capacité à innover, etc., oui, on apporte des solutions à la complexité des choses, mais en plus, on apporte, je pense, un esprit positif. Et puis, j'ajouterais que le fait de focaliser sur les risques, parce qu'il y a quand même une tendance, on parlait de la peur tout à l'heure, tendance de cette société à avoir peur de tout, et cette peur, elle est nécessairement paralysante. Je pense que non seulement elle est paralysante, mais c'est une machine à burn-out. Donc en fait, la peur est mauvaise conseillère. On a parlé de courage, pourquoi pas, mais il n'y a pas que ce mot-là pour exprimer le fait qu'on se sente bien, qu'on assume ce qu'on est, qu'on avance et qu'on est en confiance. Allez, voilà. C'est mon dernier point. Vous voyez, je suis brève, j'essaie d'être positive, joyeuse, et j'espère que vous ressentez ce que j'essaie de vous transmettre. J'aimerais voir des sourires, j'en vois, je suis très contente, je vois des sourires. Je fais un petit manifeste dans le cadre de la société que j'ai créée qui s'appelle E-Compagnie. Le E-Compagnie, c'est que je fais avec. Je travaille pour des DRH, je travaille pour des DIRCOM, je travaille pour des DG, mais je fais avec. Je les aide à co-construire, je les aide à aller vers quelque chose justement qui est dans le sens de ce que j'ai présenté. Et dans ça, j'ai créé une fresque du lien, vous voyez par exemple. La fresque du lien, c'est comme la fresque du climat, c'est une manière de créer des relais de confiance. Quand on ne sait pas comment prendre le sujet, c'est d'accompagner pour trouver ces relais de confiance, parce qu'ils sont là, ils dorment. Quelquefois, on ne les voit pas. Faire en sorte que le lien se crée et que, par conséquent, le sens se crée et que le faire ensemble soit là, soit tout le temps là. On se dise toujours, tiens, on a fait ça, mais on l'a fait ensemble. On n'a pas fait par miracle, j'ai pas reçu juste des consignes et toc. C'est un ensemble. Formuler les choses de manière positive, d'un point de vue sanitaire, c'est très simple. Je vous invite à le faire tous les matins quand vous vous levez. Vous dites, vous positivez votre journée. Et honnêtement, ça fait du bien. Et je pense, je finis sur cette idée de sensibilité, d'impact, parce que pour avoir de l'impact, je pense qu'il faut être sensible, il faut donner de soi. Si on ne donne pas de soi, qu'on déroule, qu'on est mécanique, finalement le lien il se crée pas. Et donc j'ai créé un concept qui est celui de civic leaders. Au fond, je pense qu'on est tous leaders. Et civic leaders, c'est l'idée qu'on est des leaders responsables. C'est qu'on est leader de notre vie, mais que civic, ça veut dire qu'on a tous une incidence sur notre environnement, notre écosystème dans l'entreprise. Donc je finis en vous disant, soyez des civic leaders. Et si vous avez envie de l'être avec moi, je serais heureuse de l'être avec vous. Voilà, je vous remercie. Et merci d'avoir écouté avec le sourire. Vous formez au sourire? Ah oui, je forme. Mais vous faites très bien. Hein. Merci beaucoup pour cet éclairage. Juste une question très, très rapide pour respecter l'horaire et ensuite on vous retrouvera à la séance de dédicace là juste derrière pour signer votre ouvrage. Y a-t-il aujourd'hui véritablement une génération télétravail ou c'est un truc qui va passer? Je pose la question parce que ça impacte évidemment les pratiques managériales, les manières de faire et donc aussi les politiques RH. Moi, je pense que, évidemment, il y a un phénomène de retour au présentiel. Je l'ai mentionné. J'ai l'exemple en tête de jeunes garçons qui avaient choisi de rejoindre une entreprise pour télétravailler, à qui on a dit maintenant tu viens 100% de ton temps, et ils subissent un peu. Donc ça crée un risque pour l'entreprise parce que si elle n'accompagne pas ça en
vraiment créant les conditions pour que ça soit positif. Je vais citer juste un petit exemple très rapide. J'ai une amie dont le fils a travaillé en télétravail depuis 5 ans, dans une grosse boîte américaine. Full télétravail. Full télétravail pendant 5 ans. Jeune, brillant, tout ce qu'on veut, et il était très content. Bon. Et là, l'entreprise lui a dit, bon, maintenant tu reviens 2 jours par semaine. En soi, ça reste quelque chose d'hybride, de très sympa. Ça l'a rendu malade. Sa mère lui dit, sa mère est chasseuse de tête. Elle lui dit, mais tu vas voir, c'est génial. Tu vas te retrouver à la machine à café. Tu vas parler avec des gens, tu vas te faire des potes, etc. Il lui dit, ouais, mais quand je vais à la machine à café, les mecs, ils ont leurs écouteurs dans les oreilles, ils prennent leur café, ils repartent. Donc, il ne se passe rien. Donc, c'est aussi à l'entreprise d'éviter que les gens restent des petits robots qui fassent dans l'entreprise ce qu'ils ont fait chez eux, dans leur cuisine, et qu'à un moment donné, les deux mondes se retrouvent dans quelque chose qui soit hybride, parce que ce mot d'hybride, il n'est pas tabou, et confortable, en fait, pour tout le monde. Hybrider vos organisations. Merci beaucoup. La grande impatience, les entreprises face à la transformation de l'engagement. Votre livre est disponible au comptoir de Big Lemoine. Merci. Human First. Human First. Au cœur de l'humain.